toutefois, bien qu'abondamment fournie, sa collection n'était pas encore tout à fait complète. Lui faisaient encore défaut quelques présages introuvables du début de 1972, l'édition turque de Babel en 1987 avec la pochette rouge d'Amal Tingal, mais surtout l'enregistrement mythique avec Bowie et Eno. La clope au bec, mon type me parlait souvent de cette collaboration qui le mettait dans tous ses états. Selon lui, les trois artistes s'étaient discrètement donné rendez-vous en mars 1977 à Berlin, dans une suite du dernier étage de l'hôtel Adlon sur l'avenue Unter den Linden. En cachette, ils y avaient fait aménager un studio et s'étaient mis tout de suite au travail, composant, répétant, enregistrant 7 jours de suite. De cette semaine passée en commun serait née une œuvre simplement nommée Adlon Hotel. Un long morceau de musique électro-acoustique sur lequel, disait-on, Bowie lisait d'une voix monocorde avec son accent de Brixton des extraits du Bardo Todol, le livre des morts tibétains, œuvre de près de 35 minutes que tous les fans recherchaient activement avec des astuces d'espions, comme le Saint Graal rédempteur du sang sacré. Interrogés, les artistes eux-mêmes avaient formellement nié cette collaboration, mais comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, lorsque la légende est plus merveilleuse que la réalité, cela n'avait pas pour autant découragé les fans et mis fin aux rumeurs. Au contraire, le démenti avait été aussitôt interprété comme une dénégation maladroite. Si les protagonistes avaient, en effet, pensait-on, pris la peine de contester cette information sortie dans la presse, c'est qu'elle était sans nul doute fondée. Pourquoi autrement, se disaient les adorateurs du faux en répétant ces rumeurs? Auraient-ils réagi à celles-ci et non aux centaines d'autres qui les concernaient jour après jour et les enveloppaient d'un halo éclatant de mythologie? N'était-ce pas là la preuve de leur implication? Un groom de l'hôtel avait vu des camions déchargés du matériel de studio. Un autre avait entendu jouer de la musique en continu. Quelques journalistes spécialisés s'étaient fait l'écho de cette session. Bref, tous les éléments concordaient pour donner naissance au fantasme absolu, la réunion de trois des plus grands créateurs de la musique pop occidentale. Je me demandais parfois si cette collaboration avait bien eu lieu, s'il ne s'était pas agi tout simplement d'un canular. Nova Bookbox, particulièrement élémentaire. Alors, est-ce qu'il existe ce morceau qui réunit David Bowie, Brian Eno et Klaus Schulze, un musicien allemand qui participa au début du groupe Tangerine Dream, ce morceau mystérieux, cette pièce électroacoustique de 35 minutes, adaptée du livre des morts tibétains, enregistrée à l'hôtel, Adlon à Berlin. Bon, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont des fans hardcore et qui ont déjà récupéré ce bootleg extrêmement rare, ou est-ce que c'est une invention facétieuse de l'écrivain français Bruce Bégou, par ailleurs professeur de philosophie à l'université Bordeaux 3, Bruce Bégou, dans son dernier recueil de nouvelles, L'accumulation primitive de la noirceur, publié en janvier dernier aux éditions Alia. Donc c'est à l'intérieur d'une nouvelle qui s'appelle Cosmic Music et qui met en scène un collectionneur compulsif de disques. Il doit y en avoir certains parmi vous. Bruce Bégou, je le rappelle, j'aurai la joie de le rencontrer demain de 17h à 19h30 en direct du salon L'Escale du Livre à Bordeaux. J'espère, c'est une émission en direct et en public pendant 2h30. Il y aura d'autres écrivains, il y aura des lectures. On sera sans doute, je l'espère, en plein soleil. Et j'espère que pour les Bordelais qui m'écoutent actuellement et qui sont disponibles demain en fin d'après-midi, eh bien n'hésitez surtout pas à passer nous voir. Il faut que ce soit convivial, il faut que ce soit chaleureux, il faut qu'on puisse être tous ensemble et bien se marrer. Il y aura 3 autres extraits d'ici minuit de ce recueil, L'accumulation primitive de la noirceur de Bruce Bégou. Mais avant cela, je vous propose
une rareté de David Bowie. Alors, pas autant que David Bowie qui lit le livre des morts tibétains, mais quand même, son tout premier passage en studio, avant son premier album, c'est un titre qui date de 1966 et qui s'intitule I Dig Everything. C'était une cage en fer galvanisée sans porte, de 10 cm de large, de haut et de profond, puisque c'était un cube parfait. Distant de l'espace d'un doigt, ses barreaux étaient fins et solides. De loin, on aurait pu la croire vide, mais en s'approchant, on se rendait compte qu'elle était occupée par un ver de terre commun, Annelida lumbricus, qui se tortillait en tous sens. Un attroupement se forma. Le garçon de café qui l'avait aperçu en premier et qui possédait ainsi une sorte de privilège aux yeux des autres voulut la déplacer, mais il se rendit vite compte qu'elle était vissée au sol. Il essaya de toutes ses forces de l'arracher, mais n'y parvint pas. À Croupton, il tentait de voir comment la cage était fixée lorsque le tram arriva en fanfare, faisant retentir plusieurs fois son avertisseur. Il s'arrêta à 3 mètres de la cage. Face à la foule, le conducteur descendit en maugréant. Il poussa les badauds et chercha à son tour à déplacer la cage. Mais il se rendit vite compte que c'était peine perdue. Il ne serait pas le jeune Arthur de la légende. Personne ne posa la question, pourtant tant attendue, de savoir ce que cette cage à lombric faisait là et qui l'avait mise à une heure de grand passage. C'était comme si cette présence incongrue se suffisait à elle-même. L'expérience de l'étrangeté inhibait la recherche des causes. Le conducteur, toujours irrité, demanda aux gens de s'écarter, remonta dans son tram et redémarra. La cage était fixée juste dans l'axe du rail droit. Le tram lui passa dessus dans un bruit de ferraille concassée et continua sa route. Les curieux qui s'étaient écartés pour laisser passer le tram se regroupèrent autour de la cage écrabouillée. Ils avaient hâte de voir le résultat déplorable. Les sections encore mobiles du verre étaient amalgamées au reste de la structure. Puis, la démangeaison de la curiosité apaisée, tout le monde se dispersa et reprit le cours normal de sa journée. Le garçon de café songea que le service de la voirie où travaillait son beau-frère aurait ce soir une besogne supplémentaire à faire et oublia l'incident. À la même heure, à la même place, 2 jours plus tard, le même phénomène eut lieu. Ce ne fut pas le garçon de café qui l'aperçut en premier, mais un client alangui sur sa chaise. Tout d'un coup, comme une apparition magique, raconta-t-il, la même cage en fer surgit au beau milieu de la ligne de tram. C'était surréel. Elle était plus grande, 15 cm de côté. Mais le matériau, carbone de fer galvanisé, et la forme étaient absolument identiques. Pas de porte, même espacement entre les barreaux, fond plat et lisse. C'était cette fois une souris commune, Apodemus sylvaticus, qui tournait en rond dans sa prison cubique. Nova Bookbox, c'est comme un jukebox. Aux éditions Alia en janvier dernier, Bruce Begou s'initie une nouvelle qui s'intitule Nothing Box, la boîte à rien, parfaite, absolument parfaite, dans cette émission qui s'appelle la Nova Bookbox. Bon, alors, il y en a 20 comme ça, et celle-ci m'a beaucoup plu, puisque j'adore les textes qui font surgir des choses étranges dans la réalité la plus précise, surtout avec une langue comme ça, nette et sans chichi. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cage qui surgit dans une ville sur les rails d'un tramway? Petite cage au départ, avec un lombric à l'intérieur, ensuite une souris. Et là, la nouvelle continue avec un chien, puis un cheval. Et bon, je ne vous dis pas ce qui se passe après. J'aime bien la chute. Elle est ouverte à des interprétations. Et peut-être que je pourrais, justement, j'irai peut-être dans le détail demain en rencontrant Bruce Begou au festival L'Escale du Livre à Bordeaux. Je le rappelle, hein, c'est de 17h à 19h30. Bruce Begou sera là à un moment. Il
il sera là. Alors, soit vous écoutez ça en direct sur Nova ou sur novaplanet.com, soit vous venez, si vous habitez Bordeaux, c'est sympa. Je veux dire, on se voit, on se rencontre. Il y aura aussi... est-ce que je vous dis maintenant les autres invités ? Non, je vais vous le dire. Non, je fais monter le suspense tranquillement. Je vous dirai tout à l'heure qui sont les autres invités de cette émission spéciale que j'aurai la joie d'animer en compagnie de Marie Arquier et de Captain de Radio Nova Sauvagine. Voilà, on sera tous les trois fiers comme des sapajous, même si je crois que cette expression n'existe pas. Ouvrons la cage. Voici Wide Open Cage d'un groupe qui a peut-être un petit peu disparu. Babyhood, ça dit quelque chose à quelqu'un ? Délicatesse et swing de Baden-Powell et leur morceau Rosa Flore. Alors des roses, une rose, un vendeur de roses, plus précisément un vendeur de roses né à Chandigarh, un vendeur de roses ambulant, sera le héros de la prochaine lecture qui sera tirée d'une nouvelle chronique mélancolique d'un vendeur de roses ambulant que l'on trouve à l'intérieur de ce recueil dont j'ai déjà parlé 2 fois ce soir, ce recueil de Bruce Begou paru en janvier dernier aux éditions Alia, intitulé L'accumulation primitive de la noirceur. Alors c'est drôle, ça fait très... Ça sent bon les années 90, un titre pareil, extension du domaine de la lutte, dernier inventaire avant liquidation, des titres à rallonge complètement déprimés. C'est drôle parce que jusqu'à présent, si on s'en tient juste au passage que j'ai sélectionné, c'est pas de la noirceur primitive accumulée. Il y a beaucoup d'humour dans l'écriture et dans l'univers proposé par Bruce Begou. Bon, c'est vrai qu'en couverture, c'est un virage dans un parking. Vous savez, les grands parkings automobiles. Donc là, on est juste au creux d'un virage. C'est tout noir. Bon, mais peut-être que... Enfin, je sais pas. Je lui demanderai. Puisque Bruce Begou sera là demain à Bordeaux, à l'Escale du Livre, où on sera avec Captain et Marie Arquier. On y sera de 17h à 19h30 en public et en direct de l'Escale du Livre. Je crois que c'est près de l'église Sainte-Croix. Si vous tapez Escale du Livre sur Internet, vous allez trouver tout de suite comment y accéder. Je parle à tous ceux, bien sûr, qui habitent vers Bordeaux. Mais en même temps, si vous habitez Angers ou bien Boulogne-sur-Mer, vous pouvez venir aussi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est 10 heures de bagnole pour rencontrer des écrivains de qualité ? Il y aura également, je le dis maintenant, il est temps de faire cesser le suspense, il y aura également Lola Lafont pour son roman La petite communiste qui ne souriait jamais. Il y aura Claude Louis Combet pour Le livre du fils. Il y aura aussi peut-être l'acteur Eric Caravaca, on ne le sait pas encore, il aime faire durer le suspense, pour une lecture des lettres de Neil Cassidy, vous savez, ce personnage qui inspira Dean Moriarty dans Sur la route de Kerouac. Et j'oublie quelqu'un, bien sûr, Alain-Julien Rudefoucauld, le lauréat du prix de la page 111, qui viendra nous lire un extrait du roman qu'il est en train d'écrire. Voilà, donc on sera là-bas, à l'Escale du Livre à Bordeaux avec Captain et Marie Arquier. N'hésitez surtout pas à venir. Et tout de suite, place à ce vendeur de roses ambulant qui n'aime rien tant que de provoquer l'exaspération chez les gens. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Il y a tellement de gens le soir dans les rues, les bars, les brasseries, qu'on jurerait qu'ils n'ont pas de maison. Ils vivent, semble-t-il, perpétuellement dehors dans la haine du domicile. On se demande à quoi cela leur sert de payer des loyers pour passer si peu de temps dans ces lieux qu'ils désertent à la moindre occasion, à moins que les distractions de la ville ne constituent leur foyer de substitution. En un sens, ils me ressemblent. Nous partageons le fait d'être nulle part chez nous. En cercle, ils s'associent, mangent, boivent, rient, discutent jusqu'aux heures avancées de la nuit. Ils font du bruit, chancellent, montrent les dents. Ce sont mes clients.
En quelques semaines, je suis passé maître dans l'art de me glisser furtivement dans un restaurant et de surgir, tel un diable de sa boîte, à un coin de table où personne ne m'attend. J'apprécie l'effet de surprise que je provoque et la répugnance qui, tout de suite, se lit sur les visages atterrés. Bien entendu, je choisis en priorité les couples, mes cibles privilégiées, mais il ne me déplaît pas d'interrompre également des groupes, voire des femmes seules. Bien que je parle un français tout à fait correct, je m'ingénie à contrefaire un accent déplorable qui rend mes phrases d'accroche quasi inaudibles. Je les répète avec un air stupide au moins 5 fois de suite, comme une leçon mal apprise, et ne quitte pas la table avant que l'exaspération ne défigure mes clients. Les multiples noms qui claquent en rafale n'y font rien. Je reste planté là, grimaçant de misère, de malheur, de bêtises et tâchant d'inspirer autour de moi, à mon maigre public, avec mes gestes gourds et mes regards pathétiques que j'ai perfectionnés devant le miroir de la salle de bain, la mauvaise conscience des nantis. Je ne suis véritablement satisfait que lorsque j'ai réussi à produire une irritation qui frise la crise de nerfs. Quand je parviens à ce stade, j'éprouve une jouissance rare. Sacré morceau. Sleeping into Darkness du groupe War, Sleeping into Darkness, glisser dans l'obscurité, ça colle bien avec l'accumulation primitive de la noirceur, ce recueil de nouvelles du français Bruce Bégou. Je vais vous en lire un 4e et dernier passage tiré de la dernière nouvelle nommée La maladie du rire et qui met en scène une sorte d'épidémie, une épidémie de rigolade, c'est-à-dire des adolescents africains sont pris de convulsions, de spasmes nerveux pendant des jours et des jours. Personne ne comprend pourquoi ces adolescents, ça se passe dans les années 60, pourquoi ces adolescents se mettent à rire soudain sans pouvoir s'arrêter. J'aime bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on y va tout de suite. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Quelques semaines après ma première consultation, 95 des 159 pensionnaires étaient touchés par cette épidémie du rire. La contagion s'était étendue de manière spectaculaire. Le 18 mars 1962, le directeur prit la décision de fermer son établissement. Ce fut une erreur. Renvoyés dans leur famille et leur village, les élèves contaminèrent rapidement leur entourage. Les écoles de Kanyangereka et Nchamba furent inoccupées pendant plusieurs semaines. Un cordon sanitaire installé. 12 villages avaient été atteints par ce que les Bahaya nommaient Nwara Yokusheka. Entre février et juin 1962, 1176 cas d'épidémie s'étaient déclarés dans le district de Bukoba. La maladie du rire concernait surtout les adolescents, filles et garçons confondus. Ni les jeunes enfants, ni les adultes ne furent atteints. On interrogea les chefs de village, les sorciers, les guérisseurs. Personne n'avait d'explication à fournir. Ils étaient tous ébahis et incrédules face à ces explosions terrifiantes, ces expectorations rageuses, ces chatouillements irrésistibles. On les voyait errer autour des groupes de rieurs hochant la tête. Leurs exorcismes restaient sans effet. Les incantations aux esprits de la forêt avaient elles-mêmes perdu de leur efficace. Les anciens ne se rappelaient pas un épisode identique. Les récits et les croyances ne disaient rien à ce sujet. De mémoire d'homme, jamais on n'avait vu se déchaîner une telle fureur bouffonne qui contractait le ventre, amenait les larmes aux yeux et laissait aussi gourd et éteint qu'un imbécile. 3 mois après le déclenchement de l'épidémie, le gouvernement du Tanganyika demanda une aide internationale. Nova Book Box. La nuit, je lis.
Chop on a buck on a cap. Tweet the thing